L'heure de Ferry, ravi de vous retrouver comme tous les samedis à 12h50 pile. Bonjour cher Luc. Bonjour Marie. Une heure ensemble pour prendre le temps, s'arrêter, se questionner parce que parfois tout va beaucoup trop vite et partager votre regard aiguisé sur l'actualité et ses conséquences. J'aimerais avec vous... Et vous êtes quand même bien placé pour en parler, vous l'ancien ministre de l'Éducation nationale, parler justement d'école. Elle avait reconnu à son arrivée rue de Grenelle à Noël dernier ne pas être trop spécialiste de la question. Elisabeth Borne, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui s'exprime, qui présente ses priorités en contrepoint, ça c'est l'aspect plus politique de son prédécesseur, Gabriel Attal. Oui. Notre école clairement n'est pas au mieux de sa forme. Non. Des évaluations, des classements internationaux sont très sévères. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Luc ? Oui, il faut se bouger, oui. Et d'autant qu'on va rentrer dans un monde où l'intelligence artificielle, ChatGPT, pourra faire les devoirs. Elle le fait déjà, oui, à la place des enfants. Hein. Et donc, moi, je vois beaucoup de parents, d'ailleurs, qui aident leurs enfants avec ChatGPT pour faire les devoirs d'histoire, de français, de maths, de physique, etc. Et donc, je pense qu'il faut refaire absolument les programmes de A jusqu'à Z dans une direction que je vais vous indiquer. D'abord, il faut revoir de A jusqu'à Z les programmes d'instruction civique. C'est crucial. Il faut expliquer ce que c'est que l'IA, il faut expliquer ce que c'est que les réseaux sociaux, ce que c'est que les deepfakes, c'est le plus important. On en avait déjà parlé, mais je reviens dans ce contexte-là. On peut mettre le visage d'une gamine sur un film porno, envoyer une deepfake, la mettre sur les réseaux sociaux, donc une fausse vidéo, faire croire qu'elle a vraiment fait ça, et on fout sa vie en l'air, on la pousse au suicide. Du harcèlement scolaire, effectivement. Il va être multiplié par 1000 à partir de l'IA dans les toutes prochaines années, et même dans les prochains mois. Oui. Et donc il faut qu'il y ait vraiment un cours sur les réseaux sociaux, sur l'anonymat sur les réseaux sociaux, sur ce que c'est que la désinformation, les fake news. Il y a tout à refaire. Il y a rien là-dessus pour l'instant. Deuxièmement, ChatGPT va être capable de faire à la place des élèves, des parents aussi, tous les devoirs. Vous savez, franchement, je vous le dis très sincèrement. Vous l'encouragez pas quand même. Mais c'est pas le problème, c'est que c'est là. C'est là. Donc de toute façon, c'est là. Il faut faire avec. Je vous disais la semaine dernière, j'en reparlais hier. J'ai un ami qui fait un film sur Victor Hugo. J'ai demandé à ChatGPT ce qu'a fait de grandiose Victor Hugo entre 1830 et 48. Il me répond comme un très bon professeur de français, comme un professeur d'université de haut niveau. Ouais. Voilà, avec les prompts, au bout d'une demi-heure, j'ai 100 pages qui sont parfaites. C'est absolument fascinant, effectivement. Fascinant. Donc, ce que je vais vous dire, et ça, il faudrait que Elisabeth Borne le comprenne si jamais elle tombe sur cette conversation que nous avons, c'est que le savoir, il est là. Cette bestiole, elle a toute la Bibliothèque nationale dans le ventre. Donc elle est 1000 fois plus cultivée que moi. 1000 fois plus, des millions de fois plus cultivée que moi. Elle a des millions de livres de sciences, de philosophie, de littérature, de ce que vous voulez. Et elle s'en souvient en plus. Et en plus, elle s'en souvient. Et elle a des algorithmes qui lui permettent de les utiliser intelligemment. Donc elle est bien meilleure que nous déjà en matière de sciences. Elle est plus savante. Disons, on va dire comme ça. Donc, qu'est-ce qui lui manque à cette bestiole, à cette IA générative ? Ce qui lui manque, c'est la signification. Je vais vous donner un exemple qui m'a frappé encore ce matin. Je lui ai demandé qui avait raison entre Einstein et Bohr sur la physique de la relativité et la physique quantique. D'accord. Qu'est-ce que c'est que l'idée que la lumière peut être à la fois corpusculaire et ondulatoire, ou qu'un objet peut être, pas un objet, une particule peut être à deux endroits différents en même temps. Et vous avez posé la question à ChatGPT ce matin. Il me répond très bien, mais j'y comprends rien. Ouais. Voilà, parce que je suis pas physicien et que c'est très compliqué. Voilà, il me répond très bien sur, par exemple, la polémique entre Edison et Tesla sur le courant alternatif ou le courant continu. Il me donne un topo parfait, mais le savoir et le sens, c'est pas la même chose. Ce qu'il faut que l'éducation nationale donne, c'est les clés de compréhension du savoir. Parce que vous pouvez savoir que Niels Bohr avait raison contre Einstein, mais ça vous explique pas pourquoi ni le sens de ce débat. Et donc, ce qu'un professeur doit donner, c'est pas seulement les savoirs, parce que ça, ils sont là. Mais ce que le professeur doit donner, c'est les clés de compréhension du monde. Mais vous comprenez qu'un professeur soit absolument effrayé de se dire, oui, mon élève à qui je donne une dissertation, il va sans doute poser la question à ChatGPT, me rendre un devoir complètement uniformisé et sans doute très brillant. Oui. Je n'ai aucune... Alors, il y a des moyens pour voir si ça marche pas. Non. Ça marche très peu. Très peu. Mais est-ce que là, encore une fois, l'école et ses failles sont aussi là-dedans?
là, comment faire ? J'ai une position qui est l'inverse qui est paradoxale, qui est l'inverse de ce qu'on imaginerait au départ. Moi, je rendrais, évidemment pas pour les examens de physique ou de maths, mais je rendrais pour les devoirs, ChatGPT ou l'équivalent, Claude 3 ou Gemini, peu importe lequel, les IA génératives, je les rendrais obligatoires, évidemment. Vous me donnez, moi, prof, vous me donnez la réponse que donne ChatGPT à la question que je vous ai posée, mais après, vous commencez à discuter. Alors, évidemment, ça a plus de sens dans un devoir de philo, d'histoire ou de littérature que dans un devoir de maths ou de physique. Donc il faut évidemment distinguer les deux. Mais je rendrais cette bestiole obligatoire dans tous les domaines où on peut organiser la complémentarité entre l'humain et la machine. Mais on est mûr à ça, pardonnez-moi, parce qu'on discutera ensemble des annonces de Trump et de l'investissement. On en est très très loin. Et au-delà même de l'aspect financier, de nos écosystèmes et notre manière de penser aujourd'hui, et l'éducation et l'enseignement. Enfin, le tsunami va tellement vite. Quand je raconte ces histoires-là, les gens n'y croient pas ou ils rigolent. Voilà, ils pensent que c'est pas vrai. Ils comprennent absolument pas ce qui se passe. Ils rigolent et ils sont pour la plupart effrayés, inquiets. Voilà. D'ailleurs, rire, c'est souvent quand on a peur, c'est deux choses qui sont liées. Donc on se rassure en rigolant, en disant mais non, c'est pas vrai, c'est une révolution industrielle comme les autres. Voilà. Et donc je pense qu'il faut avoir des programmes qui sont orientés vers les clés de compréhension. Par exemple, si je demande à ChatGPT de me résumer l'Odyssée d'Homère, très bien, il va le faire parfaitement, il va le faire impeccablement. Il est très très bon en résumé de texte, ce qui d'ailleurs était une épreuve assez intelligente pour les élèves mais ça il le fait très bien. Mais si je lui demande le sens de l'Odyssée d'Homère, il peut pas répondre. Il sait pas ce que ça veut dire. Parce que, en fait, l'Odyssée d'Homère, c'est l'histoire, pour le dire en 2 secondes, juste pour qu'on comprenne ce que je dis, c'est l'histoire d'un roi grec qui va chercher le sens de sa vie, qui va chercher la vie bonne. Il va aller de la guerre à la paix, de la haine à l'amour, de l'exil au retour chez soi. Et donc, il va aller de la vie mauvaise à la vie bonne. Et c'est entièrement une histoire métaphysique de quête de la vie bonne pour un type qui va mourir. Et ça n'apparaît pas du tout dans ce que vous rend ChatGPT. Mais en revanche, il peut me le résumer parfaitement. Il peut me dire quels sont les débats que ça a suscité. Il peut me dire comment ça se termine. Qui sont les prétendants, il peut me donner toutes les indications sur les différentes étapes du retour de Ulysse à Ithaque, voilà. Mais il peut pas me donner le sens. Si je lui demande la table des catégories de Kant, il va me la donner parfaitement, mais il sait pas ce que ça veut dire. Vous voyez, si je lui demande s'il faut voter à droite ou à gauche, il peut pas me répondre. Il me répond ça dépend de vos valeurs. Bien sûr. Parce que lui, il est programmé, vous comprenez, c'est ça la différence. Alors, il faut tenir compte de ça dans les programmes scolaires. Oui, ça vous appelez aujourd'hui à ce que l'éducation nationale se dote et fasse que ses enseignants et ceux qui sont à sa tête centre les programmes sur le sens, utilisent cet outil. Mais sur le sens, sur les clés de compréhension du monde. Marie, on parlait, pardon de vous couper, je vais être très bref. On parlait de la natalité la dernière fois. Absolument. Et on disait, alors factuellement, vous demandez à ChatGPT où on en est en France, il va vous dire, on est à 1,6 enfants par femme. On était il y a 20 ans à 2,2. C'est la moyenne européenne, un peu à peine au-dessus. Bon, c'est un déclin de natalité, etc. Bon, il va vous le dire très bien. Maintenant, un écologiste de la décroissance s'en réjouira. Un économiste libéral dira que c'est une catastrophe. Pourquoi ? Mais ça, il peut pas vous le dire. C'est une question aussi de valeur, vous voyez. Et ça, il peut vous expliquer les choses, mais il peut pas vous donner les clés de compréhension d'un débat entre un gamin qui dit je veux plus avoir d'enfants parce que le monde est affreux et c'est épouvantable, je veux pas que des enfants aillent dans ce monde, et puis un économiste qui dira mais pour financer le système de retraite, il faut faire des enfants. Vous voyez, ça, il peut pas vous donner les clés de compréhension parce que il est aligné sur des codes éthiques, mais qui sont pas les siens, qui lui sont imposés par un programmateur. Voilà. Et il faut sans doute peut-être aussi s'en réjouir, qui font que nous sommes des individus avec une capacité de penser. Les valeurs ne sont pas une question d'intelligence. Voilà. On peut être totalement inculte et avoir un QI de 100 et être un type formidable, et on peut être un génie comme Heidegger et être une ordure nazie. Voilà, je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. Ou comme Foucault, qui est sûrement un type très intelligent, mais qui va être maoïste ou qui va adorer Khomeini. Voilà, et défendre la révolution iranienne. Voilà. Et donc, les valeurs ne sont pas des questions d'intelligence. C'est là la spécificité de l'humain, c'est les valeurs. Voilà. Et les clés de compréhension. On peut savoir des choses sans les comprendre. Voyez, et donc un prof, c'est quelqu'un qui vous donne les clés de compréhension d'un savoir que par ailleurs vous pouvez trouver sur Wikipédia, voilà, ou sur ChatGPT. Et ces professeurs, justement, ces clés de compréhension, ils tentent de les donner. C'est parfois compliqué, hein. Ils dénoncent. C'est un vrai métier. Parfois.
parfois en plein désamour aussi, parce que des crises des vocations, elles existent. Oui. Métier formidable, mais pas toujours aimé à sa juste valeur. Sur l'état de notre école aujourd'hui, on a parlé de choc des savoirs, de groupes de niveau. Oui. Elisabeth Borne, on sent qu'elle n'est pas très fan de cette manière de procéder. Elle vient de la gauche, donc elle est contre les groupes de niveau. La gauche est contre. Est-ce qu'on doit avoir et s'inquiéter du niveau de notre école, de nos élèves. Oui, certains disent, et certains chercheurs disent qu'en fait, la boîte de Pandore a été ouverte avec toutes ces études, je pense à l'étude PISA, avec tous ces... qui mesurent finalement où en sont nos élèves aujourd'hui, nos petits élèves français. Oui. Est-ce que c'est une réalité ou c'est un biais cognitif peut-être pas toujours très juste ? Alors, 2 choses sur PISA. PISA, comme vous venez de le dire très justement, mais beaucoup de gens s'y trompent, ne testent pas, si je puis dire, les performances du système scolaire, mais les performances des élèves. À partir d'examens. C'est pas la même chose. On peut avoir un système scolaire qui est tout à fait correct, si je puis dire, qui est tout à fait bien fichu, ça pourrait être le cas, et avoir des populations d'élèves, notamment à cause de l'immigration, c'est pas une question de racisme. Quand vous avez des gens dont les parents parlent à peine le français, où il n'y a pas un livre à la maison, c'est pas de leur faute. C'est pas, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Voilà. Pas les mêmes chances. Ils n'ont pas les mêmes chances. Bien sûr. Que quand on sait très bien, par exemple, que ce sont les fils de profs qui réussissent le mieux à l'école. Voilà. Mais si vous êtes le fils d'un immigré qui parle pas le français, qui a pas un livre à la maison, vous avez moins de chances qu'évidemment un fils de prof. Voilà. Donc c'est pas une question de racisme, c'est simplement il faut dire la vérité. Et donc quand on a un pays d'énorme immigration comme c'est le cas de la France, on a évidemment tendance à confondre le niveau des élèves et le niveau du système scolaire. C'est pas la même chose. Voilà. Donc ne confondons pas les deux. On a un système scolaire qui n'est pas mauvais, mais qui n'y arrive plus. Voilà. Et donc je pense que là, moi j'ai toujours défendu ça et j'ai pas changé d'avis. Il faut absolument, tout se joue à l'école primaire. C'est le plus important. Et 2, il faut absolument revenir aux fondamentaux. C'est vital de remettre en place les dédoublements de cours préparatoires. D'ailleurs, un de mes prédécesseurs l'avait compris. Il faut remettre les dédoublements de cours préparatoires pour être absolument certain qu'on ne passe pas en CE1, en tout cas pas en CE2, sans savoir lire et écrire convenablement. C'est la première chose à faire. Voilà. Et puis, il y a une chose aussi, c'est qu'il faut arrêter de confondre l'éducation par les familles et l'instruction par les profs. C'est pas la même chose. Ça, c'est un point très important. Ouais, c'est très important. Parce que l'école, aujourd'hui, se charge de beaucoup de choses, mais pas de tout non plus. Et qu'il faut... Et les parents se déchargent sur l'école de l'éducation, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et donc, vous savez, voilà, l'éducation au sens large, c'est l'amour, la loi et les grandes œuvres. C'est chrétien, juif et grec. Voilà. L'amour, si vous n'avez pas aimé vos enfants, Boris Cyrulnik expliquera très bien, vous leur donnez pas la faculté de résilience, de rebondir. Un enfant qui a été aimé, il rebondit toujours, il s'en tirera toujours. C'est la loi, il faut transmettre la loi. C'est Moïse, voilà, c'est juif. Et puis il faut transmettre les grandes œuvres, c'est grec. Ce sont eux qui inventent les... Alors je dis ça, c'est métaphorique, c'est une allégorie, évidemment. Je suis pas idiot. Si je venais d'un autre monde que le monde occidental, j'aurais d'autres références. Et un autre regard, peut-être. Regard, peut-être. Mais en tout cas, pour nous, occidentaux, voilà, c'est chrétien, juif et grec. C'est l'amour, la loi, les œuvres. Mais les œuvres, c'est l'affaire des profs, c'est pas l'affaire des parents. Alors, ils peuvent aider, ils font d'aide à faire... Voilà. Et il y a un texte de Victor Hugo que j'adore, dans lequel il dit... Voilà, écoutez ça, je l'ai là, il est super. Citer Victor Hugo, ça fait toujours parenthèse. C'est mon maître absolu, encore plus que Kant. 1872. Quant à moi, je vois clairement 2 faits distincts, l'éducation et l'instruction. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Du Victor Hugo à l'état chimiquement pur, parce que même le style qui la donne, qui la doit, voilà, tout ça est génial. L'enfant veut être élevé par la famille et instruit par la patrie. Voilà. Et donc, ne confondons pas le rôle des profs et le rôle des parents. L'éducation, c'est dans les familles et c'est la sphère privée. Et l'instruction, c'est dans la sphère publique, c'est dans l'établissement scolaire et c'est les parents. Mon ami Alain Boissineau m'avait écrit, il a écrit un très bon article là-dessus dans lequel il dit, fais attention, il me disait, parce qu'en fait, sous la Troisième République, les cours d'instruction civique, en fait, étaient des cours de morale. Il a raison. Mais je pense qu'on est passé de l'autre côté du cheval. On est allé trop loin. Trop loin dans l'appréciation et le fait que les parents se déchargent sur les profs. Voilà. Et on demande aux profs d'être des éducateurs. Non, ce sont des instructeurs, si je puis dire. Ce sont des enseignants. Alors, évidemment qu'il faut pas exagérer. Il y a des moments, les cours d'instruction civique où on appelle à se respecter les uns les autres. Bon, et à respecter un certain nombre de principes, et c'est très bien. Mais globalement,
Le rôle des professeurs, c'est de transmettre les savoirs. Alors, pardon, c'est une banalité. C'est l'instruction, c'est pas l'éducation. Et il faut pas que les familles se déchargent sur les profs en se disant, bon, j'y arrive plus, le môme est tellement mal élevé. Je vais vous dire pourquoi. Quand les mômes sont mal élevés, les profs ne peuvent pas faire leur travail. C'est tout. Et ils en témoignent très régulièrement. Et c'est pour ça qu'il y a une crise des vocations. Ouais. Parce que dans une classe de 4e ou de 3e compliquée, les profs, ils en peuvent plus, ils en ont marre, ils en ont ras-le-bol, ils rentrent chez eux, ils ont l'angoisse. Voilà. Et donc, il faut que les parents fassent leur boulot. Sur un point aussi très précis, mais qui est symbolique, je trouve, la réforme du brevet. Oui. Elisabeth Borne revient dessus. Non, le brevet ne sera plus obligatoire pour passer de la 3e à la seconde. Vous dites que c'est une erreur. Cet examen-là avait une signification pour vous dans son caractère obligatoire. Il avait peu de signification, mais il aurait fallu lui en donner encore plus. Ouais. Parce que pourquoi ? C'est dans l'intérêt des élèves, en vérité. Ça vous structure ? Oui, et puis surtout si vous laissez entrer en seconde, parce que ça devient beaucoup plus compliqué la seconde. Si vous laissez entrer en seconde, les programmes de seconde sont déjà des programmes très durs. Par exemple, en biologie, c'est quand même très très fort. Bon, en histoire, etc. Bon, si vous laissez passer en seconde un môme qui sait à peine lire et écrire, vous lui rendez pas service. Oui. Donc il faut, si vous voulez, il y a très peu d'endroits où le redoublement est utile. Il est utile en CP, au cours préparatoire. Il faut pas laisser rentrer en CE1 un môme qui sait pas écrire ou lire, en tout cas pas au CO2. Et puis, je dirais que pareil au niveau de la 3e, c'est pas la peine de laisser rentrer un gamin en seconde s'il n'a pas le niveau pour suivre la seconde, parce qu'il va être malheureux. Et à vos détracteurs qui vous diraient, oui, le caractère punitif du redoublement, du traumatisme aussi il faut le présenter comme... Moi, j'ai fait redoubler ma propre fille. Et on voulait qu'elle passe dans la classe supérieure. J'ai dit non, vous trompez. Elle est petite, elle est née en février, elle a un an de... par rapport à d'autres, elle est pas dans le même spectre d'années, elle n'a pas le même âge. Bon, et j'ai forcé à ce qu'on la fasse redoubler parce que c'était pour lui rendre service. Et donc, il faut présenter le redoublement non pas comme une punition, mais comme une aide, évidemment. Et donc, avec un soutien adapté pour ceux qui ont redoublé, vous voyez. Mais par ailleurs, le redoublement ne sert à rien dans les autres classes. Mais je dirais CP et 3e, c'est structurant bien sûr. Dans la vie d'un élève. Parce que quand vous rentrez en seconde, le lycée, c'est autre chose que le collège. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus dur. Les programmes sont beaucoup plus difficiles. Et quand vous rentrez au lycée, si vous n'avez pas le niveau, vous êtes perdu. Et un enfant qui est perdu, surtout au cours préparatoire, les petits, quand il faut connaître les enfants quand même, quand ils sont perdus, qu'ils ont manqué la marche de l'apprentissage de la lecture, ils sont super angoissés, ils sont malheureux. Et ils vivent ça comme une horreur. Les enfants, ils sont très conformistes, ils veulent être comme les autres, ils veulent pas manquer la marche. Donc c'est pour les aider qu'il faut faire ça. C'est pas du tout dans la rubrique la droite sélective, machin, c'est pas ça. C'est pour aider les enfants. Il y a des endroits où le redoublement est utile. Et il y a sans doute peut-être aussi un accompagnement ou une explication différente à apporter à ces moments-là, effectivement. C'est pour ça que je dis que pour ma propre fille, j'ai demandé le redoublement. C'était pas une punition, c'était pour l'aider, évidemment. Et je l'aime plus que tout au monde. J'aimerais vous entendre, Luc, sur le programme l'éducation à la vie affective et sexuelle, qui fait beaucoup débat, notamment. Oui. Vous en parliez de cette droite peut-être conservatrice, là aussi. Vous êtes très critique quant à ce qui va sans doute être mis en place dans les prochains mois et semaines. Quant à l'apprentissage, en effet, certains disent que c'est un besoin. Quand on voit aussi l'accès à notre jeunesse à des tas d'images parfois très dures, sans aucun accompagnement, l'école s'en chargerait. Vous dites pas trop tôt. Voilà. Pas trop tôt. Non, pas trop tôt. Il faut répondre aux questions des enfants quand elles se posent. Donc je suis absolument pour cette éducation à partir de la classe de 5e, par exemple. Mais que ce soit d'abord une éducation scientifique. Il faut expliquer comment on fait les bébés, il faut expliquer ce que c'est que les règles pour les filles. Voilà. Et puis il faut expliquer aussi le respect de l'autre. Tout ça est bien. Mais pas les petits, surtout pas les petits, pas à l'école primaire. Si j'étais encore ministre, je rayerais d'un trait le programme de l'école primaire. Pourquoi ? Parce que là encore, c'est une confusion entre le rôle des familles et le rôle des profs. Dans les familles, on a des mots pour désigner le sexe. On dit le kiki, le zizi, le petit machin, le minou, le... À chaque famille, en effet, son petit mot. Oui. Mais là, dans le programme, il y a à apprendre aux enfants à désigner leur sexe de manière médicale, s'il vous plaît. Mais foutez-leur la paix. S'ils ne se posent pas la question, laissez-les tranquilles. On les traumatise, on les choque. Ils sont dans ce que les psychanalystes appellent à juste titre la période de latence. En revanche, les enfants, les tout petits, les 3 ans, 4 ans, sont très préoccupés par la mort, mais pas par le sexe.
foutez-leur la paix. On les choque absolument pour rien. Et encore une fois, qu'à partir de la 5e, quand les mômes quand ils sont adolescents, qui rentrent dans la vie, voilà, ils se posent 1000 questions sur le sexe, là, évidemment, il faut leur répondre, mais pas avant, par pitié. Et encore là, il faut leur répondre de manière intelligente. Et puis, on n'est pas non plus obligé d'être un wokiste militant. Voilà, on peut très bien expliquer qu'il faut se respecter les uns les autres, quelle que soit son orientation sexuelle, mais ça, c'est quand même plutôt pour le lycée. Voilà. Mais donc, faites attention aux âges. Les enfants n'ont pas les mêmes demandes à une école primaire quand ils ont 6 ans ou 7 ans, et puis quand ils ont 13, 14 ans ou quand ils ont 17 ans. C'est pas les mêmes. Vous dites attention à ne pas précipiter et choquer et peut-être... Surtout pas. Alors, à l'école primaire, si j'étais ministre, je rayerais d'un trait de plume, mais tout le programme de l'école primaire. Voilà. Ce que je déteste. Semble-t-il pas partie des projets de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Mais encore une fois, au collège, oui, bien sûr. Mais d'abord, un enseignement par les profs de SVT, par les profs de biologie. Et puis les profs de biologie sont parfaitement capables aussi de faire de l'instruction civique autour de la sexualité. Oui. On n'est pas obligé de faire appel à un autre type de professeur. Luc, un autre sujet... je ne sais pas comment on peut l'appeler, clivant, ou en tout cas qui fait beaucoup parler, l'aide à mourir, soulève des questions cruciales et vertigineuses. On en a déjà parlé ensemble, et je voulais qu'on en reparle parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre, en tout cas cette semaine, a fait savoir, vous savez, ce projet de loi sur la fin de vie, fait savoir qu'il voulait scinder ce projet de loi en deux. L'un consacré aux soins palliatifs, l'autre à l'aide à mourir. Autant vous dire que cela a provoqué dans sa propre majorité quelques réticences. J'ai envie de vous demander, est-ce que dans ce domaine, le législateur ne peut opérer que la main tremblante ? On sent à quel point, là, sur ce sujet-là précis, François Bayrou n'a pas spécifiquement envie d'y aller. Il est catholique, donc il faut rappeler quand même que l'Église catholique est à la fois contre l'acharnement thérapeutique, elle le dit clairement, elle est très claire sur le sujet, mais en même temps absolument contre l'euthanasie. Et donc d'ailleurs le pape François lui-même, qui est plutôt un pape, j'allais dire de gauche, plutôt libéral et plutôt ouvert, a dit que les médecins qui pratiquaient l'euthanasie ou le suicide assisté étaient des meurtriers, des assassins, et que c'était des gens ignobles. Il l'a dit dans l'avion, là, il y a assez récemment. Donc c'est normal qu'un catholique respecte le magistère de l'Église, et on peut pas le lui reprocher. Maintenant, moi j'ai beaucoup discuté avec notamment un médecin qui est venu chez moi, mais pas le seul, un patron des soins palliatifs, je crois qu'il s'appelle le docteur Burnou, si je me souviens bien, mais pardon si j'écorche son nom, il a écrit un très beau livre là-dessus. Et ce qu'il me disait, et Axel Kahn, on a fait un livre ensemble avec Axel là-dessus, me disait la même chose. D'ailleurs, j'en profite par dire que j'adorais son frère aussi, Jean-François. Qui est disparu cette semaine, en effet. On pense c'était vraiment un type passionnant. À sa famille, on lui a rendu hommage sur cette antenne aussi, oui. J'avais plus que de l'amitié pour lui, j'avais de l'affection. Mais bon, anyway. Et on meurt tous. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, ce que me disait Axel Kahn toujours, et ce que me disait ce docteur, toujours, patron d'un service de soins palliatifs, c'est que quand on prend en charge des gens qui demandent la mort. La demande de mort, me disait-il toujours, c'est une demande d'amour. Voilà. Et quand ils rentrent dans un service de soins palliatifs et qu'ils tombent sur un médecin qui est un type bien, et c'est presque toujours le cas dans ces services-là, c'est des gens bien. Ils font pas ce travail comme ça au hasard. Au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, ils ne veulent plus mourir. Voilà. Donc c'est pour ça que Bayrou veut scinder les deux questions. Je crois que 90% des Français veulent qu'on modifie la loi. Sont favorables en effet à la possibilité d'une aide médicale pour abréger la vie. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Moi, je suis pour en fin de parcours. Ouais. Moi, je comprends très bien que j'ai assisté à ça, d'ailleurs, personnellement, que quand vous avez dans votre famille quelqu'un qui va mourir, qui a, je sais pas, un cancer du poumon, qui est dans le coma, qui suffoque, qui est en train de souffrir comme une bête, et que tous les médecins vous disent, mais dans la semaine prochaine, il sera plus là. À quoi ça sert de le laisser souffrir? Mais la loi Leonetti le permet. Ouais. Les gens le savent pas. La sédation létale est dedans. Voilà. Donc, quand c'est en fin de parcours, je suis pour, mais je vous dis très clairement, contrairement à ce qui se passe dans un certain nombre de pays, dont la Suisse, par exemple, je suis absolument contre l'aide à mourir des gens qui ne sont pas en fin de vie. Et on montrait ensemble ces images, notamment ces capsules. Visiblement, la Suisse a suspendu ce type de pratiques qui sont très jusque-boutistes. Oui, mais vous avez des pays qui autorisent aujourd'hui le suicide assisté pour des gens qui sont, comme on dit en Suisse, fatigués de la vie, mais qui ne sont ni malades, physiquement, ni en fin de vie. Par exemple, Exit avait exité, c'est le cas de le dire, deux jeunes gens, un frère et une sœur qui étaient schizophrènes, qui étaient très malheureux, parce que la schizophrénie
schizophrénie peut être hyper angoissante, c'est horrible. Ça a des angoisses terribles. Mais ils avaient une trentaine d'années, ils étaient absolument pas physiquement malades. Donc je pense qu'on peut apporter une autre réponse que la mort à ces deux gamins qui étaient schizophrènes. Et juste d'un mot, politiquement, oui. Renoncer, des sujets portés par l'opinion, est-ce que ça ne ferait pas un peu plus abîmer l'image des politiques de François Bayrou, portés par son camp aussi, malgré tout? Oui, en même temps, il y a un avantage sur ces sujets, c'est que vous mettez pas la CGT, les syndicats dans la rue, voilà. Donc c'est des sujets de société, donc ça peut susciter des débats très vifs. C'est le cas d'ailleurs, mais vous risquez pas de faire sauter votre gouvernement sur la question de l'euthanasie. Vous disiez même au moment de la censure que c'était des sujets qui permettaient aussi, pardonnez-moi, de détourner l'attention et de porter. L'avortement dans la Constitution, ça permet de détourner l'attention c'est le cas de le dire, des sujets politiques. Voilà. Ouais. Et donc ça permet à un type qui est en difficulté, que ce soit l'euthanasie, le suicide assisté ou l'avortement, ça lui permet il y a du grain à moudre, et puis tu risques pas une censure là-dessus, tu risques rien. Ouais, voilà. Absolument. Donc c'est pas des sujets politiques, et c'est pas ce dont la France a besoin, c'est pas ça qui va faire que la France arrêtera le déclin, c'est pas vrai. Ah, le déclin. Parfaite transition, Luc. On fait une très courte pause. J'ai même pas fait exprès. Même pas fait exprès. Une sorte de fascination française, une spécialité. Oui. On est trop pessimiste. Très pessimiste ou trop pessimiste. On se pose la question ensemble. Restez avec nous. On revient dans quelques minutes. Retour dans l'heure de Ferry, on vous le disait avant de se quitter. Passion française pour le déclin et le pessimisme. À l'évidence, la morosité, le déclinisme collectif sont prédominants ces dernières années au sein de la société française. Pourquoi, cher Luc, on est là-dedans? Pourquoi on adore se désoler et dire que tout va mal? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'en effet, la situation n'est pas bonne sur le plan politique, on le voit bien. Et puis avec nos 3300 milliards d'euros de dette, on est quand même dans les choux. Donc il y a des raisons objectives. Mais il y a dans le monde intellectuel autre chose, parce qu'on a déjà parlé du déclin, mais je voudrais parler du pessimisme. C'est pas exactement la même chose. Le pessimisme, c'est vraiment une passion française. Dans toutes les enquêtes d'opinion, on est dernier sur 60 pays. Oui, c'est assez fascinant, effectivement. Ouais. On est plus pessimiste que des pays en guerre. On est plus pessimiste que les Ukrainiens. Enfin, voilà, donc c'est dingue ce qui nous arrive. Et pourquoi? Tous mes collègues philosophes, pratiquement, sont tous pessimistes. Je vais pas citer de nom parce qu'ils sont pas là, j'aime pas faire ça, mais quasiment tous, ce sont des philosophes du déclin, de la décadence. Pas vous? Pas du tout. Non, je trouve que ça va 1000 fois mieux que dans les années 30. Ouais. Voilà. Mais même 1000 fois mieux qu'au temps de la révolution culturelle chinoise qui a fait 70 millions de morts. Voilà. Et où, encore une fois, la Grèce était encore un pays fasciste, le Portugal et l'Espagne aussi dans les années 70 encore. Bon. Et puis, regardez ce qu'étaient les pays de l'Est et les pays d'Amérique latine dans les années 70. Donc ça a quand même beaucoup mieux. Voilà. Mais le pessimisme, c'est très profond. Philosophiquement, c'est une attitude qui vous donne un aspect d'intelligence. On parle de l'imbécile heureux. Voilà. Si vous êtes joyeux ou si vous êtes si vous êtes optimiste, vous ne voyez pas ce qui se passe, mon pauvre ami, vous êtes débile. Tandis que le pessimiste, c'est celui qui a l'esprit critique. Donc forcément, il est plus intelligent que celui qui est optimiste. Et c'est quoi, pure posture du coup? Oui. Oui. C'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce. Ça, il faut le dire. Puissant. Voilà. Ouais. Voilà, c'est un fonds de commerce extrêmement puissant. Et il y avait un grand écrivain chrétien qui avait dit. En vérité, on parle d'imbécile heureux, mais la plupart du temps, le pessimiste n'est qu'un imbécile malheureux. Je trouve que c'est assez bien vu. Moi, je plaide pour la lucidité. C'est pas du tout la même chose. Oui, ça va mal aujourd'hui en France, mais ça va 1000 fois mieux que dans les années 30. Voilà. Mais comment expliquer que ces pessimistes, leur fonds de commerce, embarquent avec eux beaucoup de monde derrière eux? Parce que encore une fois, ça vous donne l'air intelligent, puis vous vous dites, il a raison quand même, regardez. Et puis l'esprit critique, c'est quand même une passion française. Or, l'esprit critique, forcément, vous pousse en quelque façon au pessimisme, puisque vous critiquez. Tous les intellectuels français, je vais pas parler de ceux d'aujourd'hui, mais étaient des intellectuels critiques, qui considéraient que la démocratie était une horreur. Foucault, Derrida, Althusser, tous ces gens-là, ceux de Deleuze, considéraient que le monde
monde démocratique était une abomination et que il fallait défendre absolument le maoïsme, le trotskisme, la révolution iranienne, etc. Voilà. Sartre et Foucault, Sartre emmène une vingtaine d'intellectuels de gauche à aller rendre visite à Roménie, à Naufle-le-Château, 2 fois de suite. 2 fois de suite. 2 fois de suite. Et vous savez comment il l'appelle ? Le soleil de la révolution. Sartre, qui est tout sauf un imbécile. Mais évidemment, ça lui permettait d'être pessimiste sur la démocratie libérale. Voilà. Et de détester. Voilà. Et Aron était le seul à trancher. Aron, et je dirais, moi j'adorais d'Ormesson, mais tout le monde l'aimait d'ailleurs, mais j'aimais beaucoup Jean Do, qui était un type formidable, mais qui était un peu un aronien aussi. Et Aron était le seul, au fond, à être lucide, bien sûr, à critiquer ceci ou cela, mais jamais à tomber dans le pessimisme. Et en plus, comme il était juif, il pouvait pas considérer que les années 30 c'était mieux que les années 80. Ça n'a pas de sens, vous pouvez pas, il faut réfléchir 3 secondes quand même. Mais pourquoi une telle passion française ? Est-ce que vous l'expliquez aussi par le fait qu'on est peut-être l'un des États-providence les plus développés au monde, ce qui augmente forcément une partie de nos attentes, un sentiment d'injustice, d'insatisfaction, nourri peut-être on est trop biberonné. Est-ce que ça peut être la source d'une début d'explication ? Oui, l'État démocratique, l'État-providence, c'est un État qui entraîne d'un côté l'assistance, vous avez tout à fait raison, mais aussi quelque chose qui est très profond, que Tocqueville avait analysé de manière géniale. John Rawls aussi, un grand philosophe américain qui n'est pas connu en France, sauf des spécialistes, mais qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui était une star. J'ai eu le plaisir de le rencontrer d'ailleurs à Boston, de parler un peu avec lui, et ils ont analysé ça de manière géniale. C'est l'idée que, et vous avez raison, cet État démocratique très puissant est une des causes cachées du pessimisme français. C'est l'idée que la passion française la plus puissante, la passion démocratique la plus puissante, c'est les mots de Tocqueville, il parle de passion démocratique, c'est la jalousie évidemment. Parce que quand vous êtes dans le monde aristocratique, je vous explique ça en 2 secondes, mais c'est génial comme idée. La jalousie, la négativité. Et du coup, la négativité. C'est ça. Et du coup, le pessimisme, parce que mais il a plus que moi. Mais donc du coup, moi, je suis mal. Voilà. Et donc Tocqueville, il y a plusieurs textes dans La démocratie en Amérique qui sont géniaux, dans lesquels il dit voilà, dans le monde aristocratique, dans le monde de l'ancien régime, vous avez des classes qui sont séparé par nature. L'aristocrate, il est naturellement au-dessus du roturier, d'accord ? Puis vous avez des serfs, des esclaves. Bon. Et donc, dans ce monde aristocratique, avant donc l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août, comme on sait, eh bien, chacun était dans sa case. Et n'imaginez pas aller dans une autre case. On était n'y de son monde. aspirait même pas, en fait. Oui. Et puis, ce qui va être à l'origine de la Révolution, c'est l'idée que les bourgeois, c'est la bourgeoisie, qui dit, mais après tout, on est plus riche, on est aussi bien élevé, on est plus cultivé que les aristocrates. Pourquoi ils ont des privilèges ? Et c'est cette jalousie des bourgeois qui est à l'origine de la Révolution française, selon Tocqueville. Et je pense qu'il a raison. C'est la jalousie qui est la passion démocratique fondamentale. Quand vous êtes dans le monde de l'égalité, les inégalités sont insupportables. Et du coup, on va devenir pessimiste parce qu'on dit, mais pourquoi il a réussi celui-là ? Oh, mais c'est un salaud, c'est parce que il a été pistonné, c'est parce qu'il a triché. Voilà. Et on va trouver des mauvaises raisons pour lesquelles il est supérieur à nous. Et donc, et du coup, on va être malheureux. Voilà, on va se rendre malheureux par jalousie, voyez. Et ça, vous avez raison, c'est lié aussi à cette puissance de l'État-providence, de l'État démocratique. Peut-elle être un bon moteur ou pas ? Est-ce que c'est forcément la jalousie, la négativité sont forcément mauvais conseillers ou peuvent nous faire avancer. Non, vous avez raison. Mais vous avez vraiment raison parce que là, je partais vers une dérive qui était c'est tout mauvais. Non, c'est pas. Vous avez raison. Ouais. Le fait d'être pessimiste, l'esprit critique et même la jalousie parfois, ça peut être un moteur qui peut d'abord être une des origines de la lucidité. Chez mes collègues très pessimistes et qui ont fait du pessimisme un fonds de commerce, il y a beaucoup de choses justes. Bien sûr. Il n'y a pas que des bêtises. Ouais. Et voilà. M'interroger aussi avec vous sur notre part. Notre part, nous, médias, journalistes. Oui. Vous savez, on dit souvent que en école de journalisme, on n'a que très peu d'intérêt pour les trains qui partent à l'heure. Voilà, c'est-à-dire que notre description, et on essaye d'en faire état le plus justement possible avec la vérification et tous les moyens qui nous sont donnés. Mais est-ce que vous pensez qu'on est aussi à l'origine d'une certaine forme de pessimisme de la société française ? Est-ce qu'on joue notre part et on a une forme de responsabilité là-dedans ? Là encore, oui, bien sûr. Mais c'est pas de votre faute, d'une certaine manière, c'est la faute de la logique de la démocratie. Ce que Tocqueville appelle les passions démocratiques, il faut bien comprendre ce que c'est. Vous allez voir à quel point la presse en joue en permanence, parce que l'audimat en dépend. Ouais. Et vous pouvez pas faire autrement, c'est pas de votre faute. Et donc la presse en joue. Il y a des
4 grandes passions démocratiques. Et si vous réfléchissez à ça, philosophiquement, c'est vraiment génial. Elles sont indexées sur les courants politiques. La peur, l'écologie. L'indignation, les deux extrêmes. Mélenchon est en permanence indigné. Marine Le Pen moins, mais la colère plutôt. L'extrême droite, c'est plutôt... Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, mais la droite souverainiste, nationaliste, populiste, comme vous voulez, c'est la colère. Elle est tout le temps en colère. Mélenchon est indigné. Les écologistes ont peur. Ils vendent la peur comme un moyen d'arriver à la lucidité, de prendre conscience. L'heuristique de la peur, on dit. La découverte par la peur. Et puis vous avez la jalousie qui est partout. Quand François Hollande dit « je n'aime pas les riches », c'est typique de la jalousie socialiste. C'est exactement ça. Mais ça n'a pas empêché d'être élu. Non. À l'époque. En fait, il les aime bien, les riches. En tout cas, il aimerait bien être riche, comme tout le monde. J'ai jamais vu une manif de la CGT disant « on veut pas d'argent, non, on veut baisser les salaires ». Non, c'est pas vrai. Tout ça, ce sont les 4 grandes passions démocratiques. La colère, l'indignation, la peur et la jalousie. Et évidemment, l'audimat, mais que ce soit d'ailleurs un écrivain ou que ce soit un journaliste, l'audimat joue en permanence sur ces 4 passions parce que c'est elles qui font l'audimat. Chaque matin, moi j'écoute la radio, chaque matin je suis sommé d'être indigné. Voilà. Par la mort de cette petite fille. D'ailleurs, je suis en effet indigné, et ça marche. Je suis en colère, je suis indigné, je suis triste, je suis horrifié. Bon, je suis jaloux parce que, je sais pas quoi, tel ou tel a vendu plus de livres que moi. Enfin, bon, voilà, c'est ça. On est sommé de rentrer dans ces horreurs que sont les passions démocratiques. Passions démocratiques, ça veut dire les passions les plus communes. Oui, mais il faut une forme d'éducation à ces passions démocratiques également. On en revient à notre première conversation. Une forme d'éclairement aussi là-dessus, sur ces passions démocratiques. Bien sûr, dans les familles, on dit aux enfants, mais regarde pas l'assiette du voisin. C'est plus facile peut-être à dire qu'à faire. Le fait est que ces enquêtes d'opinion, on en parle régulièrement ensemble. Là, Institut de sondage Ipsos, 90% des Français estiment que le pays va dans une mauvaise direction. Mais c'est le cas. Mais c'est le cas. Voilà. Donc là, c'est pour ça que vous aviez raison de me corriger tout à l'heure en disant que le pessimisme et même la jalousie peuvent aboutir à des effets qui sont positifs. Oui, parce que le pessimiste aura raison par rapport à l'optimiste. Moi, j'ai des amis chefs d'entreprise qui disent mais soyez optimistes. Pourquoi ils disent ça? Parce que l'optimisme pousse à la consommation et donc ça les arrange. Les chefs d'entreprise, ils plaident pour l'enthousiasme et l'optimisme parce que si les Français sont pessimistes, ils achètent pas. La consommation diminue. Voilà. Donc voilà, mais la vérité c'est que la France va très mal, mais évidemment qu'elle va très mal. Et c'est pour ça que moi je pense qu'on est en plein déclin, que le déclin est là depuis en gros depuis une vingtaine d'années. Le déclin est programmé et que si on ne change pas, c'est pour ça que je suis pour un changement de régime dans l'état actuel du pays. Si le Premier ministre n'a pas une majorité absolue au Parlement, il ne peut rien faire d'autre que la démagogie et du flou. Voilà, c'est pas la faute de Bayrou. Et cette confiance dont vous parlez ne reviendra certainement pas. Juste le c'était mieux avant, on en parle souvent ensemble. Non, c'est idiot. C'est idiot. Il y a des choses qui allaient mieux avant. Bon, l'orthographe à l'école, d'accord, mais à part ça, quand vous regardez encore une fois les années 70, le monde entier, c'est une horreur. Bon, les pays de l'Est, l'Amérique latine. Et on y revient. Mais vous parleriez de nostalgie nocive ou pas aussi? C'est-à-dire, le problème, c'est que quand la nostalgie, on a tous, quand on vieillit, la nostalgie, moi, de mes genoux. Et quand j'étais classé au tennis, voilà. On l'a tous, cette nostalgie. Quand j'étais classé au tennis, maintenant je suis classé monument historique, donc c'est la seule chose qui me reste. Bon. Donc la nostalgie, oui. Mais ce que je n'aime pas, si vous voulez, c'est quand le pessimisme et la nostalgie deviennent des fonds de commerce. Parce que là, on rentre dans la mauvaise foi. On rentre dans ce que Hegel appelle l'unilatéralité. On ne défend plus qu'une seule thèse. On est comme un procureur qui ne peut jamais rien dire de bien sur le monde. Voilà. Je ne veux pas citer de nom, mais enfin, je pense à quelques collègues intellectuels médiatiques qui sont systématiquement des procureurs de tout. Il n'y a jamais un truc qui va bien. Alors qu'en fait, il y a, encore une fois, soyons honnêtes, le monde va quand même, à part l'islamisme radical, à part les théocraties, le monde va 1000 fois mieux que dans les années 30, 50 et même 70. Voilà. J'aime vous entendre positif. Ben oui, parce que... Et puis, il y a une chose qui est positive pour moi, je voudrais le dire aussi, c'est la science, voilà. L'espérance de vie en 1900 est de 45 ans. Elle est de 80 ans aujourd'hui. 85 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. 45 ans, c'était la moyenne homme-femme en 1900. Elle ne cesse d'évoluer en bonne santé. Et en bonne santé également. Et on en avait parlé aussi. Elle a progressé cette année de manière admirable. Et donc, je trouve que la science
est vraiment quelque chose, moi, qui me porte à l'optimisme. C'est-à-dire, je trouve que ces progrès de la science, c'est quelque chose de formidable. C'est pour ça que, là aussi, si j'étais ministre de l'Éducation, je mettrais en place immédiatement, en tout cas à partir de la seconde, un grand cours d'histoire des sciences, en tout cas 3e, parce qu'il faut que ce soit enseignement obligatoire, mais un grand cours d'histoire des sciences, parce que ça c'est vraiment... Là vraiment ça progresse, et c'est incontestable. Et puis l'esprit critique, il faut absolument qu'on enseigne ça à nos enfants, et il n'y a pas d'esprit critique sans connaissance scientifique. Bon, c'est clair, il y a, je crois, presque 20% de platistes en France. De gens qui pensent que la Terre est plate et qu'on nous a raconté des histoires. Il y a encore plein de gens qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune. Voilà. Et vous voyez, c'est quand même très très inquiétant. Et donc ça veut dire que le niveau scientifique baisse. Et là, je pense que, voilà, si j'étais ministre de l'Éducation ou des universités, en propédeutique, en première année, je rendrais en tout cas à l'université obligatoire un cours d'histoire des sciences. Et je pense que ça, moi, ça me rend optimiste. Quand je vois les progrès de la science, je trouve ça absolument génial. Mais on a entendu aussi votre appel à, voilà, simplifier, très simplifié, ne pas regarder dans l'assiette du voisin. Mais regardons quand même un peu dans l'assiette du voisin américain. Oui. J'essaie de trouver une transition. Oui. On parlait d'intelligence artificielle à propos de l'éducation nationale et notre très grand retard en la matière. Parlons intelligence artificielle et du président américain Donald Trump, qui a dévoilé une société commune baptisée Stargate qui prévoit d'engager au moins 500 milliards de dollars dans ses infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis, qui acte aussi, on parlait de retard, je ne sais pas si le mot est approprié, c'est-à-dire qu'un décalage gigantesque. Bon, après, ces chiffres sont même contestés par son grand ami Elon Musk, qui trouve un peu irréaliste et un peu farfelu de parler de 500 milliards et que le compte est loin. Mais qu'est-ce que cela dit justement de ce retard qu'on est en train de prendre par rapport à nos collègues et amis américains sur ce sujet-là ? C'est tout à fait vrai. Alors, pourquoi Elon Musk a critiqué Trump là-dessus délicatement ? C'est parce que en vérité, c'est pas l'État américain qui va mettre ça, c'est pas Trump lui-même, ce sont les entreprises. Mais ce qui est vrai, c'est que les entreprises américaines de la tech vont mettre très certainement, juste dans l'année qui vient, 200 milliards de dollars. Nous, zéro. Bon. Et donc, il y avait un très bon rapport de mon ami Cédric Villani qui l'avait remis à Macron. On lui a fait retirer les chiffres, mais Cédric Villani demandait que la France investisse 30 milliards d'euros. Voilà. Et le rapport Draghi va dans le même sens. Il faudrait que la France investisse au moins 100 ou 150 milliards, voire 200 milliards dans l'année qui vient au niveau européen pour ne plus être une colonie des États-Unis et de la Chine. C'est ça l'enjeu. Et c'est pas un enjeu seulement économique et commercial, c'est un enjeu de civilisation. Voilà, on est une colonie des États-Unis. Et Vous dites là, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est dans un enjeu civilisationnel. Oui, parce que c'est une question de souveraineté. Si vous voulez, si les États-Unis voulaient clouer l'armée française au sol, ils pourraient en clouer une grande partie au sol dans le quart d'heure. Et donc, c'est quand même un problème de souveraineté. Et puisqu'on a beaucoup de débats à propos de la guerre en Ukraine et à propos du fait que les États-Unis veulent se retirer de l'OTAN, on a beaucoup de débats sur la question de la défense européenne, en tout cas sur l'autonomie européenne en matière de défense, sinon défense européenne, ça, sans IA, c'est impossible. Voilà. Donc, sans intelligence artificielle, c'est impossible. Aujourd'hui, Elon Musk a raison sur un point. Les bons vieux chasseurs comme notre magnifique Rafale, c'est fini, c'est la guerre des drones. Pas des trônes, mais des drones. Voilà. Et donc, c'est pour faire Et sur ce point, d'ailleurs, certains responsables se sont désolés du fait de ces retards sur cette conquête des drones, mais ça fait partie d'un ensemble général, en effet, qui acte le fait qu'on a peut-être été un peu trop long à aller sur ces sujets-là. Exactement. Alors, il y a une très belle, une petite entreprise là, d'Arthur Mensch, qui est le neveu de Laurent Alexandre, qui est un jeune polytechnicien qui a créé Mistral AI, c'est très bien. Mais c'est l'équivalent du Minitel à côté de ce qu'on a aux États-Unis. Alors, ils sont très très bons, ils sont très performants. Mais c'est tout petit, voilà. Tandis que, voilà, ces LLM américains, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude 3, que ce soit Anthropic, ça va, comme l'a dit Poutine, ceux qui maîtriseront l'IA maîtriseront le monde, il a raison. Voilà. Et donc, il faut pas s'arrêter. Il faut, au contraire, contrairement à ce que dit Harari, il faut surtout pas s'arrêter. Il faut investir là-dedans pour qu'on ait une IA européenne, qu'on ait une souveraineté européenne. Et encore une fois, c'est une
une question de survie de la civilisation européenne. Moi, je suis un héritier des Lumières, philosophiquement et politiquement parlant. Voilà, j'ai traduit Kant. Pour moi, c'est le plus grand philosophe de tous les temps. Les Lumières, c'est merveilleux. C'est l'émancipation des femmes, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est la science, c'est la révolution scientifique. Mais ça, on risque de le perdre. Et je vous ai entendu beaucoup cette semaine parce que vous publiez votre livre aussi consacré à l'intelligence artificielle. Oui. Et vous dites peut-être, une de vos critiques premières est de dire aussi que on ne me prend peut-être pas par le bon chemin, par le bon bout. Vous critiquez l'Europe sur sa fascination pour réguler tous ces outils. Ah oui, c'est tellement bête, ouais. Il faut que ça vienne, il faut que ça existe néanmoins. Mais c'est peut-être pas la priorité des priorités, dites-vous. Alors, et en plus, il régule pas bien. Ouais. Je suis désolé, l'IA Act ne régule pas bien. Et le Digital Services Act non plus. Alors, il y a des choses qui sont positives, mais encore une fois, l'essentiel dans la régulation devrait être la question des deepfakes et des jumeaux numériques. Et là, je pense que ça devrait être absolument dans les cours d'instruction civique. Mais ça, c'est crucialissime parce qu'on peut foutre la vie des gens en l'air, encore une fois. On peut les pousser au suicide. On peut faire croire ce qu'on veut. Et les deepfakes sont aujourd'hui indétectables. Donc ça, c'est l'urgence absolue. Ils en parlent quasiment pas. Ils parlent des caméras de surveillance. Je me fiche des caméras de surveillance. J'ai rien à cacher. Et donc, les gens bien n'ont rien à cacher. Ça peut être très utile, ces caméras de surveillance. Bon. De toute façon, là où on est très mal, c'est qu'on va avoir des journées, justement le 10-11 février, je crois, à Paris. Alors c'est très bien qu'on fasse venir Elon Musk et tous ces gens-là, et Zuckerberg, c'est très bien. Mais on va leur donner des leçons de morale sur la régulation. Mais c'est rigolo. On veut réguler des choses qu'on n'a pas inventées. Et ils se marrent en nous écoutant. Ils rigolent. Ils disent, mais c'est contre français. Ils ont la CNIL, nous on a les GAFA. Donc ça, effectivement, vous dites, ça doit fonctionner néanmoins ensemble. Bien sûr, mais il faut les deux. Il faut les deux. Mais bien sûr, je critique pas les CNIL, mais c'est pas ça. Mais il faut les deux. Mais simplement, pour l'instant, l'urgence absolue, c'est retrouver une souveraineté européenne en matière de troisième révolution industrielle, d'IA, du numérique, de l'analyse des data, etc. Et c'est une question de survie d'une civilisation, parce que si en plus on a la dénatalité, on va dans le mur. Voilà. Et moi, je tiens à l'Europe. Je trouve que la civilisation européenne est beaucoup plus belle que la civilisation américaine. Voilà. Et le message est passé. On arrive aux dernières minutes de cette émission. Luc, j'aimerais vous entendre. La photo de la semaine, vous le savez, la photo de la semaine consacrée à un homme aujourd'hui. On voit beaucoup, partout, tout le temps. Musk ? Non. Il aimerait peut-être qu'on compare un certain Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui encore hier présentait une nouvelle circulaire durcissant les conditions de régularisation des immigrés sans papier. Attention à la faute de quart. Voilà ce que je voulais vous poser comme question cette semaine à propos du ministre de l'Intérieur. Il en fait beaucoup. C'est le nouvel homme fort de la droite. Je suis désolé, je suis totalement d'accord avec lui, y compris sur cette question de la régulation des métiers en tension. Je me suis embrouillé 10 fois avec mon ami Danny Cohn-Bendit sur le sujet. Je suis totalement contre cette loi. Et donc là, il est en train de la rendre à peu près admissible. Et il a 1000 fois raison. Moi, je le soutiens à fond. Je trouve qu'il s'en tire très bien. Et puis, j'entendais tout à l'heure, en venant vos interlocuteurs, les gens que vous receviez, et ils ont raison. Retailleau est un type sincère, voilà. Et ça en plus, c'est pas un ambitieux, c'est pas un fanatique de l'ambition. Et donc c'est pas un ambitieux, mais qui pourrait commencer à penser et avoir quelques prétentions dans quelques mois ou années. À la présidence de la République un jour, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est pas ça son caractère. C'est vraiment un chrétien conservateur, mais encore une fois, dans l'endroit où il est, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et on a besoin de quelqu'un comme lui. En plus, c'est quelqu'un, c'est vrai, je le connais, c'est vraiment pas un fasciste, c'est vraiment un type gentil, c'est pas un salaud. C'est un type bien, voilà, c'est un type moralement bien, et politiquement, je suis désolé, mais il a totalement raison. Moi, je peux pas, je le défends, et je suis même assez épaté par sa capacité à produire des idées. Alors, il n'a pas le Parlement qu'il lui faudrait, puisqu'il n'y a toujours pas de majorité absolue, mais s'il avait le Parlement qu'il lui faut, il pourrait faire des choses formidables. Voilà, et ça va dans le sens de ce que souhaitent à juste titre les Français. Voilà. Et encore une fois, ce qu'a fait Madame Belloni, diminuer de 65% l'immigration illégale, mais augmenter l'immigration qu'on peut et qu'on doit augmenter si on en a besoin, c'est très bien. C'est tout à fait dans ce sillage que se situe Retailleau. Et par ailleurs, je vois pas. Encore une fois, sur le plan sociétal, j'ai défendu le mariage gay jusque dans le Figaro. Bon, on peut être en désaccord, mais sur le plan
Mais sur le plan, disons, du ministère de l'Intérieur, de ce qui relève du ministère de l'Intérieur, notamment l'immigration et la sécurité, je pense que cet homme est exactement à la place qu'il lui faut et qu'il nous faut. Voilà. Oui, je disais tout à l'heure, attention à la faute de quart, parce que il y a aussi beaucoup de prises de parole, de prises de position, de promesses aussi. Oui. Hier, il disait, il ne promettait pas un référendum sur l'immigration, mais il disait en tout cas que c'était un sujet qu'il devait intervenir rapidement. Pourra-t-il le faire ? C'est ça aussi. Être peut-être très dans l'incantatoire et après de la parole aux actes. C'est pas ce que je préfère, oui. Ouais. Parce que le référendum sur l'immigration, on connaît la réponse, donc ça, en fait, c'est pour se légitimer, si vous voulez, mais on connaît la réponse. Vous savez très bien. Voilà, 80% des Français vont dire qu'ils sont contre l'immigration illégale, qu'ils sont pour qu'on vire les OQTF, qu'ils sont pour qu'on limite l'immigration au maximum, etc., etc. Donc en fait, là, c'est un usage du référendum pour légitimer une politique qui ne peut pas se légitimer au Parlement. C'est ça la situation. Donc il faut l'analyser clairement. Donc c'est pas du tout indigne, mais c'est pas ma tasse de thé parce que c'est quand même de la com d'abord et avant tout. Oui. Voilà. C'est de la com politique, il en faut. Mais... De la com, mais on peut lui reconnaître une cohérence et une colonne vertébrale qui n'a pas dévié. Et c'est pas un méchant, c'est pas un fasciste, c'est ça que je veux dire. C'est pas un salaud. Voilà, il faut dire les choses. C'est simplement un chrétien traditionnaliste et bon, dans son domaine, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il nous faut. Et donc moi, je le défends et je trouve que oui, c'est pas étonnant qu'il prenne la lumière. Et regardez comme il prend la lumière beaucoup plus que Darmanin, parce que lui, il a cette image d'homme qui n'est pas carriériste. Voilà. Alors peut-être qu'il le deviendra. Peut-être qu'il le deviendra et qui fait un peu d'ombre aussi à un certain Laurent Wauquiez, parce que qui pour être chef de la droite, quand vous interrogez certains en ce moment, Bruno Retailleau s'impose très clairement aussi dans sa famille à droite. Laurent Wauquiez est-il en train de manquer quelque chose ou Il n'arrête pas de. Moi, je l'ai soutenu beaucoup quand il a été candidat. Là, puis je suis désolé. C'est un homme extrêmement intelligent, mais ça zigzag, quoi, voilà. Et puis il fait de l'ombre à Wauquiez, mais aussi à Darmanin et à Ciotti, Marine Le Pen aussi, voilà. Donc après tout, moi, vous savez, j'ai toujours défendu, au moins Sarkozy sur ce point. Quand la droite est forte, la droite républicaine est forte, les extrêmes disparaissent, enfin, ou en tout cas s'effritent, voilà. Donc c'est ce qu'il nous faut. On arrive à la fin de cette émission, cher Luc.